Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur donc le sujet de lever des fonds pour les animaux. Je suis Morgane Paris, ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille dans la cause animale, plus spécifiquement sur les animaux d'élevage. Et j'ai fait 5 ans chez Assiette Végétale / Anima, où je gérais du coup tout ce qui avait trait à la levée de fonds, donc y compris la communication externe, alors essentiellement les newsletters, les réseaux sociaux, c'était Marine, le mécénat, donc dons des entreprises, les demandes de subventions et les dons individuels, donc petits, moyens et grands. Aujourd'hui, je voudrais déjà vous annoncer que ce ne sera pas, la présentation n'est pas complète parce que le sujet de la levée de fonds est vraiment très très large. Donc là, j'ai essayé d'aborder quelques éléments de base auxquels vous pourriez vous réfléchir. Et surtout, après la présentation, n'hésitez pas à venir me voir avec vos problématiques, parce qu'en fait, il n'y a pas une recette miracle dans la levée de fonds. Il y en a autant qu'il y a d'associations. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir par la suite, parce que c'est un sujet duquel j'adore discuter. Donc déjà, on va parler de quelques éléments de base. Donc voilà, pourquoi on lève des fonds. Qu'est-ce que c'est que la levée de fonds ? La levée de fonds, c'est recueillir les ressources qui permettent l'action au service des animaux. Donc ça va être les ressources notamment financières, mais pas que, parce que ça peut être des dons matériels, par exemple. Pendant les estivales, on mange des choses, et ces choses, elles ont pour certaines été données. Et donc ça fait partie aussi de ce qui permet de mener à bien des actions, des événements, ce genre de choses. Et la levée de fonds, ça implique que vous connaissiez bien votre projet, que vous soyez à l'aise avec celui-ci, que vous l'ayez complètement intériorisé. La logique qui sous-tend le projet, les éléments de celui-ci, les campagnes, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez besoin d'argent explicitement et surtout à quoi ça sert. Donc, quelques petits éléments de base. Alors déjà, quand vous vous dites « Tiens, moi j'aimerais bien lever des fonds pour mon association », alors en soi, ok, pourquoi pas, mais du coup, vous levez des fonds, mais pourquoi ? Et à quel problème, à quel manque vous répondez. Donc ça, en fait, c'est ce qui explique que la levée... C'est ce qui explique que la levée de fonds et les campagnes au sens large sont vraiment très intriquées. L'un ne va pas sans l'autre. C'est que votre association, votre projet, votre campagne, elle répond nécessairement à un besoin. Donc si elle n'y répond pas, déjà c'est qu'il faut absolument que vous fassiez autre chose et surtout pas que vous leviez des fonds. Du coup, bien identifier votre problème, le manque auquel vous répondez, et c'est autour de ça que va se cristalliser votre demande auprès de financeurs, quel que soit leur type. Aussi, demandez-vous, mon projet, il sert à qui ? Alors évidemment, là, toutes les personnes qui sont ici, normalement, en finalité, tout au bout de la théorie du changement, il y a les animaux. Mais en attendant, vos programmes, ils sont destinés souvent à soit des bénéficiaires, soit des personnes destinataires. Par exemple, moi, mon programme, c'est pour sensibiliser les maires à la condition animale. Du coup, mes destinataires directs, mon public direct, ça va être les maires. Tandis que mon public final, en l'occurrence, si on reste sur cette idée-là, cet exemple-là, ça va être plutôt les animaux des villes. Et aussi, bien se demander où est mon emplacement, quel est mon scope, l'espace dans lequel je fais des choses. Là, en l'occurrence, ça va être la France. Ensuite, pourquoi faire ? Et donc ça, c'est un petit peu différent de pourquoi. Pourquoi, c'est quel est mon problème ? Donc en l'occurrence, si on revient sur l'exemple des maires, il y a un manque d'implication des maires sur la cause animale, alors qu'il pourrait y avoir des bénéfices pour eux à la fois individualistes, stratégiques, de placement politique, programmatique sur les animaux en ville. Pour les animaux, évidemment, ça a un impact, etc. Pourquoi faire ? Et du coup, ça va être mes programmes, mes interventions, mon projet, donc organiser des ateliers de sensibilisation pour les maires, c'est vraiment un exemple comme ça.
Ensuite, combien ? J'ai besoin de combien et pourquoi faire. Donc mes besoins financiers, ils doivent être pragmatiques, actionnables, détaillés, mais aussi réalistes. Donc par exemple, je ne vais pas juste pour le fun faire un budget absolument inconséquent en me disant ça va maximiser les chances de récolter un dixième de ce million que j'essaye de récolter et donc d'atteindre mon objectif. Mieux vaut être pragmatique. Vous déjà, mettez-vous en tant que fundraiser ou juste personne qui fait de la levée de fonds, ou d'ailleurs juste quelqu'un dans une association, dans la peau d'un comptable. De quoi j'ai vraiment besoin, pourquoi faire, en quoi ça va participer à mon projet et qu'est-ce que ça va changer pour les animaux. Ensuite, quels sont les résultats qui sont attendus ? Parce que le pourquoi, le pour qui, le pourquoi faire, le combien, ça ne répond pas à la question principale, c'est quel est le changement du monde que j'attends. Et du coup, ça peut être un objectif, des objectifs qui sont partiellement chiffrés, tels que, après mon programme de sensibilisation des maires, faire diffuser un questionnaire et mener des entretiens pour récolter des données et vérifier du coup l'avant-après en termes de sensibilisation à la cause animale pour mon public destinataire. Et ensuite, je peux voir les évolutions programmatiques, voilà. Donc ça, c'est plus pour les indicateurs d'impact, mais ce que je veux, moi, c'est qu'il y ait une augmentation de la question animale dans les programmes et dans les décisions qui sont prises par les maires. Ensuite, quelques idées à débunker sur la levée de fonds. Alors ça va sembler bizarre, mais il y a le tout coûte de l'argent. Ding ding. Une idée à débunker, c'est que tout coûte de l'argent. Donc vous êtes censé lever des fonds pour absolument tout. Si vous lancez un programme ou que vous commencez votre projet pour les animaux, du coup tout va me coûter de l'argent. Un comptable va me coûter de l'argent, un responsable des réseaux sociaux va me coûter de l'argent, mon trombone là il va me coûter de l'argent. Voilà. Déjà ça c'est pas nécessairement le cas parce que déjà si vous commencez sur une association, il est possible que les fonds ils tombent pas comme ça, sauf si vous avez des copains et des copines très très riches. Donc il va falloir commencer à travailler sans avoir peut-être de l'argent. Et aussi, encore une fois, je reviens à ce que je disais plus tôt, il y a des formes de dons qui sont non monétaires et qui peuvent vous permettre de faire avancer votre projet. Si vous organisez un événement et que vous récoltez assez de fonds pour réunir des gens dans une salle comme ici, peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un pour capturer ces moments et qui va le faire bénévolement. Ensuite, il y a une autre idée à débunker qui est l'extrême inverse de la première, c'est rien ne coûte de l'argent. Et ça, il y a encore dans le champ associatif cette croyance, alors parfois à raison, parce qu'il y a des associations qui arrivent à faire des choses sans argent, mais que rien ne coûte de l'argent et rien ne doit coûter de l'argent. Si je veux être une association qui plus est efficace, il faut que mon budget il soit le plus restreint possible, que tout soit gratuit, que ce soit par la force de la volonté qu'on arrive à tout. Et ça, pareil, c'est souvent, très souvent pas le cas. Et aussi, revoir son budget à la baisse, ça peut avoir un impact contrefactuel négatif sur la qualité de votre programme et donc sur l'effet sur les animaux. Parce que, par exemple, si vous voulez faire de la rétention de talent dans votre équipe, c'est très bien de fonctionner avec beaucoup de bénévoles, mais ça peut être bien aussi de sécuriser ces personnes-là, de faire en sorte qu'elles aient envie de rester et donc d'avoir, par exemple, des salariés, des freelances qui sont bien payés, ce genre de choses. Une autre idée à débunker, c'est que la levée de fonds, c'est l'affaire d'une personne. Alors ça, grosse connerie. Désolée. Mais normalement, si vous êtes dans une association, que ce soit une association composée de 2 ou de 40 personnes, tout le monde doit être en mesure de pitcher pour la levée de fonds ou d'interpeller quelqu'un. Je sais pas, en soirée, par exemple, ma collègue rencontre, je dis n'importe quoi, mais le PDG de Carrefour. Déjà, elle pourrait avoir envie de lui en parler pour d'autres raisons, mais disons qu'il y a des ponts possibles entre levée de fonds et Carrefour. Et elle va pas me dire le lendemain je l'ai rencontré, j'ai pas pris son numéro, je lui ai rien dit parce que c'est pas mon job. Non, en fait non. Si vous rencontrez pareil dans le train quelqu'un qui vous dit qu'il est animaliste et qui gagne 10K par mois, pareil, vous n'avez pas besoin d'être la fundraiser
pour interpeller cette personne. Donc il faut vraiment qu'au niveau de votre conseil d'administration et de votre équipe, les gens sachent en fait parler aux autres gens et parler du projet et les motiver. Donc ça s'apprend, ça se voit aussi, ça se voit dans l'équipe. Vous pouvez me donner conseil sur plus la posture, l'attitude à adopter, sachant que cette attitude à adopter, c'est s'intéresser à l'autre, être en... Enfin, il n'y a pas une recette miracle, mais déjà s'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi son truc à cette personne que j'ai en face de moi qui vient juste de me dire qu'elle gagnait des milliers des cents ? Si elle me dit 2 secondes plus tard que c'est une grosse viandarde et que les animaux d'élevage, elle s'en fiche, je ne vais pas gâcher mon temps avec elle. Par contre, enfin, je peux continuer de lui parler, mais pas pour la levée de fonds. Par contre, si elle me dit ah oui j'aime bien, puis les protéines alternatives, ouais, intéressant, moi j'aime bien. Et du coup s'intéresser à la personne, pourquoi ce type de projet pourrait l'intéresser, quelle est, elle, sa stratégie de don. Ah oui, est-ce que tu as un truc, une stratégie de philanthropie, tu as déjà donné à des associations, faire la conversation, et pas seulement parler de soi, pas juste envoyer tout le projet à la truffe et puis ensuite attendre une réaction, mais vraiment s'intéresser à la personne. Ensuite, une autre idée à débunker, c'est que la levée de fonds précède l'action. Donc pareil, si vous avez un projet d'association, alors on en parlera après, mais il y a des possibilités pour, avant même de commencer à agir, lever des fonds. Mais globalement, il vaut mieux commencer à tester des choses, donc gratuitement, sur votre temps libre, en mobilisant des bénévoles, etc., avant de lever des fonds. Ça peut être concomitant, évidemment, mais c'est bien de pouvoir démontrer à un financeur, une financeuse, que vous avez déjà accompli quelque chose et que vous avez déjà, dans une certaine mesure, testé vos hypothèses. Ça peut être à une échelle vraiment toute petite. Par exemple, Hack the Fork, qui a organisé son premier grand hackathon IA et protéines alternatives l'an dernier en décembre, avant avait fait un mini hackathon, donc une toute petite compétition avec, je crois qu'il y avait 5 personnes. Ça se passait chez Simon, c'était vraiment zéro coût, et a permis de valider son hypothèse qui était, en très peu de temps, on peut générer des idées qui sont innovantes sur les protéines alternatives. Et ensuite, quand on est allé taper à la porte de financeurs, évidemment, c'est pas un exemple grandiose, mais ça montre déjà qu'on arrive à faire des choses, qu'on en est capable et que les talents existent vraiment. Ensuite, il y a le fait que pas de mesure d'impact, pas de financement. Ça, c'est une idée qui se diffuse de plus en plus, qui plus est dans le milieu altruiste efficace. C'est vrai que la mesure d'impact, évidemment, ça aide beaucoup. Et je vous encourage d'ailleurs, lorsque du coup vous devenez un peu plus, quand vous opérez plus longtemps, que vous avancez sur vos programmes, etc., à en faire, ça clairement. Mais évidemment, quand vous débutez, que vous avez une bonne idée, un petit programme test, mais pas de mesure d'impact, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être financé, qui plus est par des altruistes efficaces. Parce que dans la mesure où vous avez un projet qui tient la route, qui a vraiment le potentiel d'avoir un impact conséquent sur les animaux, vous êtes finançable. Ce qui va vraiment être jugé, c'est la qualité de votre raisonnement, en tout cas pour des donateurs et donatrices altruistes efficaces, et je pense aussi aux fonds qui sont liés à ce courant de la philanthropie. Ce qui va les intéresser, c'est la cohérence de votre propos, l'alignement avec des besoins réels, l'impact potentiel, etc. Et enfin, la croyance dans laquelle il faudrait être spécialiste pour lever des fonds et les formations n'existent pas, ou alors ça coûte un bras, une jambe et des yeux. Alors, il ne faut pas être spécialiste pour lever des fonds. Hein. Moi, quand j'ai commencé en 2020, j'y connaissais rien. Enfin, j'avais fait des études de sciences politiques. 12 sobriquets de master chômage à l'IEP de Strasbourg, donc ça me prédisposait pas à parler avec des gens très riches ou des altruistes efficaces ou à lever des fonds, pas du tout. C'est en faisant aussi qu'on apprend. Par contre, il faut montrer une certaine adaptabilité, flexibilité et curiosité, à la fois pour la levée de fonds, pour son propre projet et aussi pour les gens. Ça, c'est un truc plutôt conseillé. Et en ce qui concerne les formations, justement,
Alors, quelques petites ressources gratuites pour se former sur la levée de fonds et aussi avoir accès, en ce qui concerne la ressource Hive, à une database de fondations et autres subventions. Donc vous avez donc Hive qui a son Slack. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à le rejoindre. Là, c'est le lien direct vers leur fundraising database. Il y a aussi des appels spéciaux sur la levée de fonds, donc des ressources, un canal dédié, comme je le disais. Il y a aussi Anima International qui a lancé son training center avec des ressources notamment sur l'art oratoire et aussi sur la levée de fonds. Donc c'est une formation en ligne qui est parfaitement gratuite. Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester, enfin j'avais bêta testé, mais bon, je pars avec un a priori positif et je vous invite à tester si vous en avez envie. Alors je ne vais pas en parler, mais je vais juste souligner l'existence de ces deux dispositifs qui sont respectivement dédiés à, d'une part, un super profil ouvert aux idées existantes. Ça, c'est plutôt pour AIM, Ambitious Impact. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui va intervenir là-dessus aujourd'hui, donc je vous invite à voir sa présentation. Et donc ça, c'est pour plutôt les très bons profils qui pourraient être orientés vers des idées d'associations qui sont déjà existantes, qui ont été déjà balisées par la recherche. Et donc c'est un accompagnement qui permet également, j'en parle parce que c'est en lien avec la levée de fonds, d'avoir une seed grant, donc une bourse de lancement. Ainsi que, donc là c'est plutôt pour super projet ouvert à un accompagnement poussé, ça c'est Kickstarting for Good, et normalement c'est Simon qui intervient là-dessus en fin de matinée. Et là, pareil, je vous invite aussi à lui en parler si ça vous intéresse. Hack the Fork en avait bénéficié. Effectivement, on avait bénéficié d'une bourse à la fin. C'était très utile. Donc, j'embraye, je pense que je prends beaucoup plus de temps que... Oui, c'est cela, prévu. Donc, les subventions, d'abord. On va faire un petit balayage, ça va être très, malheureusement, superficiel, mais entre les subventions, les dons individuels et une mini-partie mécénat d'entreprise. Donc, encore une fois, vu le temps, je ne peux pas faire... beaucoup mieux, mais donc les subventions, ça peut être des subventions qui sont privées ou publiques. Donc privées, ça va être des fondations, très souvent qui sont alignées avec la cause animale, parfois qui ne sont pas spécifiquement alignées avec la cause animale d'ailleurs, mais qui sont alignées avec des causes annexes, les deux causes communicants, type l'écologie. Donc pour ne citer que, par exemple, la fondation Le Marchand, qui n'est pas trop axée sur la cause animale, mais qui a financé par le passé Assiette Végétale ainsi que Convergence Animaux Politiques. Donc des fondations qui vont être vraiment axées sur la cause animale et aussi des financements publics, donc des appels à projets qui sont à retrouver. Je vous mettrai le lien plus tard. Donc, les subventions, c'est comme tout le reste de la levée de fonds, c'est à vous d'y réfléchir. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai, au vu de mes ressources limitées en termes de temps, d'être humain, tout ce bordel, est-ce que j'ai intérêt à aller là-dessus? Ou est-ce que, par exemple, là, pour ma première année de lancement, j'ai déjà une grande donatrice, très grande donatrice, qui m'a promis 100K pour mon projet qui n'en coûte que 80, et donc du coup, il y a 20K qui restent pour les mois après la première année. Le cas échéant, peut-être que la levée de fonds, c'est pas votre premier, et les subventions, c'est pas votre première priorité, donc pas obligé d'y penser maintenant. Les subventions, je veux dire, je sais plus ce que j'ai dit. Donc les avantages et les inconvénients des subventions. Donc ça, pareil, c'est à peser le pour et le contre. D'abord, les avantages, c'est des montants qui sont souvent supérieurs. Alors pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des subventions qui sont d'un montant réduit, mais c'est des montants qui sont souvent supérieurs. Avec ce que je trouve être un retour sur investissement, parce que ce qui est bien avec les demandes de subventions, donc répondre à un appel à projet, c'est que ça vous pousse en fait à créer des matériaux, des supports qui ensuite peuvent être réutilisés à l'envi pour d'autres demandes de subventions, même pour des partenariats avec des mécènes, des plaquettes entreprises, ce genre de choses. Donc par exemple, lorsque vous répondez à des questions très spécifiquement sur quel est l'impact attendu de votre projet de tralala, et si vous
n'avez pas encore, si votre CA vous a pas poussé au cul pour répondre spécifiquement à la question, là au moins vous êtes invité à y réfléchir, à y répondre et à mettre à jour évidemment tout ça dès que c'est nécessaire. Donc c'est un investissement en termes de temps qui à mon sens est plutôt intéressant. Ça permet aussi la social proof, donc la preuve sociale. Vous pouvez mettre, si vous bénéficiez d'un don de Coefficient Giving ou je ne sais quelle autre fondation, mettre ça sur votre site, en parler avec d'autres financeurs potentiels, dire ah oui, d'ailleurs on a eu un financement de telle fondation, donc évidemment une fondation plutôt amie du financeur en question, parce que s'ils ne s'aiment pas entre eux, ça sert à rien de le dire. Et ensuite, ça peut être le soutien d'une fondation, peut être protéiforme. Le fonds de dotation Bestiole, par exemple, propose certes des bourses financières, donc Money Money, mais aussi l'accès au réseau du fonds de dotation, voire à du mécénat de compétences. Ensuite, il y a des inconvénients évidemment aux subventions et il faut bien les prendre en compte. C'est qu'il y a un risque de perdre en indépendance par rapport à votre projet et votre association. Qui plus est, lorsque vous commencez et que vous n'avez pas énormément enfin, vous avez des gros besoins de financement, mais vous n'avez pas énormément de financement, vous êtes plus facilement sujet à du coup, des suggestions de la part de financeurs qui peuvent vous dire oui, alors ça par contre, cette partie du projet, moi j'aime pas trop, on finance pas ça. Est-ce que vous voulez pas revoir, mettre à jour et plutôt faire ça. Donc il y a des moyens de s'en prémunir et de répondre, on évoquera après. Mais du coup, ça peut générer une moindre indépendance. Le reporting est plutôt chronophage. Après, ça dépend des fondations, évidemment, mais il y a des fondations qui demandent un reporting très poussé. L'autre souci, c'est les délais et l'incertitude. Donc les délais de traitement, parfois, par exemple avec Carrefour, il y a quelques années, la fondation Carrefour pour assiette végétale, on avait fait une première approche une première année, quelques échanges, ça n'avait pas marché, un appel, voilà. Ensuite, l'année suivante, boum, on revient, et ça avait pris des mois, ça avait pris plusieurs étapes de candidature écrite, d'échanges oraux. Ça prend du temps, effectivement, et il y a beaucoup de délais. Et il y a aussi beaucoup d'incertitudes, parce que vous n'êtes pas certain, c'est pas sous prétexte que vous appuyez sur envoyer, qu'évidemment les gens vont trouver votre projet extraordinaire et qu'ils vont pas trouver qu'il y en a d'autres qui le sont davantage. Donc ça, c'est quelque chose à intérioriser, à gérer aussi, à prévoir. Et enfin, c'est souvent non reconductible. Donc le soutien d'une fondation est souvent non reconductible. Donc ça, pareil, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que les efforts que je mets sur telle candidature, du coup, je ne vais pas forcément pouvoir avoir un retour sur investissement année +1, +2, etc. Ce que ça implique, à mon sens, j'ai mis quelques trucs, évidemment, il y en a plus, mais donc d'abord de l'adaptabilité et de l'assertivité. Paradoxe ? Eh bien non, parce que donc, ça implique de penser son projet en connaissance du prisme du financeur. Vous n'allez pas proposer un projet vous n'allez pas proposer un projet sur de la sensibilisation. Vous n'allez pas proposer un projet de sanctuaire, à Coefficient Giving, qui est l'ancêtre de Open Philanthropy. Ce serait absolument irrationnel. Tout comme vous n'allez pas proposer un projet super altruiste efficace à une fondation qui, typiquement, finance des sanctuaires. Voilà. Et adapter aussi ce qui peut l'être sans se compromettre. Parce que, pour revenir sur Carrefour, l'expérience qu'on avait eue, c'était que Carrefour avait finalement été d'accord pour financer le projet, mais du coup, ils avaient dit « Ouais, mais nous, la sensibilisation, justement, c'est vraiment très important pour nous. On voudrait que vous incluiez une partie là-dessus. » Donc, du coup, on avait réfléchi à comment le faire de la façon la plus cost-effective, en engageant le moins de ressources possible. Et il s'avère, donc on avait trouvé une solution, une réponse. Et il s'avère que la réponse qu'on avait trouvée, on n'avait pas trop pu la mettre en place. Il n'y avait pas eu de retour sur le terrain, de possibilité de mettre en place ça sur le terrain. Donc après la période de financement, on a dû revenir vers Carrefour. Et du coup, moi, ce que je leur avais dit, en toute transparence, c'est écoutez, cette partie-là du programme, on n'a pas pu la mener à bien parce que sur le terrain, ça ne marchait pas. Et je pense, rétrospectivement, que c'était une erreur de notre part d'accepter de mettre ça parce
que c'est pas ce qu'on fait et c'est pas là où il y a le plus d'impact à notre sens. Et en fait, là, on a gagné, à mon sens, au vu de la réponse de la Fondation à l'époque, on a gagné son respect parce qu'on a été honnête et on a tenu notre programme, on l'a pas remis en question, voilà. Ensuite de la rigueur, donc dans l'élaboration et le suivi du projet, effectivement, c'est pas juste vous arrivez avec de bonnes intentions et rouler jeunesse. Le suivi, effectivement, donc ça implique d'avoir quelqu'un ou des personnes qui font le suivi chiffré, même en fait garder trace de ce que vous faites, parce que si vous faites un truc super cool et qu'ensuite vous oubliez que vous l'avez fait, vous n'avez pas de trace de ça, vous pouvez pas forcément en parler. L'analyse de l'impact, la comptabilité. Et enfin, ce qui revient tout le temps dans la levée de fonds, quelles que soient les entités cibles, c'est la relation et la relation de confiance en particulier. Parce que si vous avez une entité en face de vous, vous avez surtout des gens, parce que dans les entités, il y a quoi ? Il y a des gens. Et du coup, c'est une relation qui se crée et on ne donne qu'aux gens en qui on a confiance et on ne donne finalement qu'aux gens. Donc, établir une relation de confiance en amont de la candidature, pendant, après, en donnant des nouvelles, par exemple, de l'avancement du projet, en étant honnête quand il y a un truc qui ne va pas, voire en faisant remonter un besoin. Ça génère une relation de confiance. Donc, identifier des financeurs. Alors déjà, vous pouvez prétendre à des financements publics, même si c'est rare, et je ne pense pas que tout le monde ici ait des projets qui soient compatibles avec ça, mais il y a aide-territoire.beta.gouv. Si vous faites certains types d'actions, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être Assiette Végétale avait eu un financement public pour une région, pour du coup un travail dans les cantines scolaires. Donc ça n'avait pas été un très gros financement, mais c'est quand même possible. À vous de voir, de faire le tri si vous pensez que vous pourriez être éligible. Et aussi, donc, pour les fondations, il y a des bases de ressources qui sont proposées par Hive. Donc c'est le même QR code que celui que j'avais mis plus tôt. Et la Fast Community et son Resource Hub, où là, vous avez le QR code. Et pareil, donc vous avez des listes. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser l'IA, si vous n'avez pas 45 000 ans devant vous, ce qui est certainement le cas. En fait, lorsque vous démarrez un petit peu, ou alors vous avez déjà balisé quelques fondations en tête, mais vous vous dites, ok, ça vaudrait quand même la peine que j'aille un peu plus loin et que je ratisse plus large, vous n'allez pas vous taper la liste de Hive ou de Fast Community comme ça, ligne par ligne, parce que vous allez décéder. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donc dans, je sais pas, sur Claude ou je sais pas quoi, vous envoyez, vous faites digérer à l'IA vos projets, votre cadrage, l'espace géographique, le plus d'éléments possible, le budget, etc. Et ensuite, vous dites, vous partagez le PDF avec les liens pour chaque financeur et vous dites, ok, tag les financeurs compatibles. Et ensuite, là, effectivement, vous faites une étude plus qualitative où là, vous regardez et il ne faut pas juste laisser l'IA faire parce que elle est pas encore aussi intelligente que vous, en tout cas sur ça. Et du coup, faire le tri. Ensuite, un truc que je recommande fortement, si vous en avez la possibilité, c'est d'aller rencontrer des financeurs. Et là, je reviens à ce que je disais plus tôt, relations, confiance, tralala. Il y a des événements auxquels vous pouvez assister qui vous permettent de prendre des one-on-one, donc des rendez-vous un à un avec des financeurs. Donc là, par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venu aussi dans cette perspective. Donc c'est un exemple, les estivales. Mais il y a des événements, notamment internationaux, tels que la conférence CARE, qui aura lieu là en septembre à Varsovie, les sommets AVA et aussi tous les Effective Altruism Global et le sommet AEF par exemple, qui vous permettent de rencontrer des financeurs, alors soit des grands donateurs potentiels, soit des fondations. Et vraiment d'expérience, c'est très important. Alors qui plus est quand vous êtes un petit peu en lancement, disons que si vous êtes une association déjà bien connue par l'altruisme efficace ou par le véganisme international, c'est peut-être moins urgent de faire ça. Mais lorsque vous avez un projet que vous êtes connu de personnes, nous typiquement pour Acte de Fork, on était allé à Ava.
Et effectivement, on a pu prendre des one-on-one avec des financeurs, des gros financeurs, et ça nous a aidés. Donc déjà créer une relation, montrer aussi qu'on est des individus, on n'est pas complètement, on n'est pas complètement aux fraises, on arrive à répondre à des questions, on n'est pas abruti, ça rassure. On peut répondre à du feedback, on a déjà... et on peut aussi poser des questions aux financeurs potentiels. Parce que pour se préparer au succès d'une candidature, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà, alors si vous n'avez pas directement, si vous n'êtes pas en relation avec le financeur qui plus est, donc vous pouvez regarder quelles sont les associations qui sont bénéficiaires. Donc vous allez sur la page de « On finance tous ces trucs-là » et puis déjà ça vous donne un indicateur de « est-ce qu'ils seraient intéressés par ma pomme, ces gens-là ?» Ensuite, les associations bénéficiaires, qui plus est si c'est des copines, ne pas hésiter à les interpeller pour leur demander conseil. Comment ça se passe avec tel financeur, qu'est-ce qui est important pour lui, donc toujours sur les subventions, hein. Quand je dis financeur, c'est fondation, fonds de dotation, tous ces trucs-là. Et aussi poser vos questions au fond. Donc si vous êtes en face d'une personne qui représente l'entité, c'est vrai que c'est plus simple, mais sinon vous pouvez aussi interpeller. Il y a souvent contact@grants tralala. Vous pouvez poser des questions en amont pour aider au cadrage de votre projet, demander oui mais alors l'éligibilité là parce qu'il y a une partie de mon projet qui est plutôt comme ça. En plus ce qui est bien, c'est même psychologiquement ça flague votre existence au financeur qui ensuite va avoir à évaluer 400, 500 projets. Là, il y a eu une mini-interaction, ne serait-ce que par mail. Vous existez tout de suite davantage que la personne qui est connue ni d'Ève ni d'Adam. Ensuite, il y a le fait de évidemment consulter votre CA et votre équipe et les informer. Parce que quand vous allez, que vous soyez fundraiser, chargé de communication, bénévole, tout terrain, qu'importe, si vous faites une candidature, il faut que l'équipe qu'elle soit on board et que, par exemple, vous fassiez pas dans votre coin un truc qui répond absolument pas à la mission de l'association, parce que vous vous dites ah oui mais eux ils aiment bien financer ça, allez je vais faire un financement là-dessus, une demande de financement là-dessus. Mauvaise idée. Voyez avec votre équipe, tiens, est-ce que, je sais pas, on peut augmenter le budget sur tel truc, réduire le budget sur tel truc, est-ce que... bref, discussion et information, parce que votre équipe aussi, elle discute avec des gens qui potentiellement sont des financeurs. Et donc, si moi, Morgane, je fais une candidature à tel fonds et que Alice plus tard elle rencontre le gars et qui représente le fonds et qu'elle lui dit faudrait qu'on candidate. Oui, il y a déjà une candidature qui est en cours, ça la fout mal, ça fait pas très pro. Anticiper les délais de réponse, j'évoquais plus tôt, mais ça c'est à anticiper aussi dans votre budget. Donc regardez bien, si vous faites une demande pour tel fonds et qu'ils disent que la réponse elle sera donnée en juillet alors que vous candidatez en janvier, commencez pas à faire un budget qui commence en janvier 2026, ça n'a aucun sens. Faites un budget qui commence au moment où du coup la grant commence, la subvention commence. Préparez vos annexes, évidemment, donc budget, rapport d'activité. Je passe très vite là-dessus, mais évidemment que vous devriez, si possible, avoir un rapport d'activité. Évidemment qu'une plaquette de présentation du sujet du projet, à mettre en annexe un peu plus sexy que le formulaire aride au possible que vous allez remplir sur une plateforme telle que Granty. Ça peut être une bonne annexe, avec des photos qui montrent que, voilà, ce que vous faites, c'est cool. Il y a telle personne importante qui est sur la photo. C'est évident que c'est un plus. Et rappelez-vous, le projet, avant tout, vous ne levez pas des fonds pour avoir de l'argent et ensuite décider de ce que vous allez en faire, parce que si ça se trouve, vous allez avoir une super idée. Vous êtes censé, la super idée, l'avoir avant, tout en étant disposé à retravailler vos idées, parce que vous faites preuve d'agilité et vous êtes là pour avoir le plus d'impact possible et sauter sur des opportunités, donc potentiellement faire évoluer votre campagne si nécessaire. Donc les erreurs à ne pas faire, désolé, c'est beaucoup trop long, je pensais que ce serait beaucoup trop court, mais j'ai combien de temps, Mathaï ? 5 minutes. Oh punaise. Oh non, je suis navrée. Ok, donc je passe ça. On vous partagera le truc, la présentation. Donc mes erreurs à ne pas faire, c'est viser trop petit, trop grand. C'est vrai ? Ah, c'est gentil, merci.
Se concentrer aussi, une erreur à ne pas faire, sur le quoi sans le pourquoi. Donc vous n'êtes pas vos programmes, vous êtes votre mission et vous êtes votre changement pour le monde. Donc du coup le quoi, ah oui, on lève des fonds pour organiser un événement. Tout le monde s'en fout. Il y a plein de gens qui organisent des événements, on s'en fout. Par contre, ça va servir à quoi ? C'est quoi votre mission ? C'est quoi votre vision ? Et ça, d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent dans les demandes des financeurs. Vendre un programme irréaliste aussi, un truc dans lequel vous croyez pas, vous dites il y a une chance sur 72 que ça marche, boum, vous avez les fonds et ensuite vous perdez la crédibilité du financeur ad vitam aeternam. Or le souci c'est que les financeurs ils discutent entre eux. Donc ne pas vérifier l'éligibilité, mentir, voilà. Remplir directement le formulaire. Alors oui, un truc à ne pas faire, c'est tout bête, mais si vous avez un formulaire de demande de réponse à appel à projet, vous copiez toutes les questions, vous foutez ça sur un Google Doc ou l'équivalent et vous répondez là-dessus. Comme ça vous permet de retravailler et de garder trace de ce que vous avez dit à un financeur. Si vous faites juste envoyer, c'est pas la bonne optique. Et du coup, et aussi essuyer un refus, abandonner, ou alors recandidater sans être aligné. Donc c'est pour ça qu'il faut demander, quelle que soit la réponse du financeur, il faut demander du feedback. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ensuite, il y a les dons de particuliers. Je suis navrée de devoir avancer aussi vite. Donc, les avantages de ce type de levée de fonds, c'est l'indépendance, parce que effectivement, alors certes, vous êtes censé rendre des comptes à vos donateurs et donatrices, mais vous êtes beaucoup plus indépendant dans votre mission. Vous n'allez pas avoir Catherine normalement qui vous dit je veux exactement que vous fassiez ça. La stabilité avec les dons récurrents. La preuve sociale, encore une fois, puisque des gens qui vous soutiennent, des citoyens, des citoyennes, c'est bien. Et les perspectives de conversion, parce que, vous savez, il y a la théorie du tunnel. Donc, on part sur des sympathisants potentiels, ensuite on les convertit en sympathisants réels, voire en bénévoles, et ensuite en donateurs, etc. Mais en fait, il y a des vases communicants. Donc, votre donateur, donatrice, ensuite peut être upgradé en super bénévole avec des compétences de ouf malade, en porte-parole parce que cette personne elle a un réseau conséquent auprès de grands et grandes donatrices potentielles, ou en grande donatrice elle-même. Les inconvénients, c'est la dépendance au contexte économique et politique. On ne sait pas comment ça évoluera, notamment la déduction fiscale des dons au vu du futur politique. Il y a le contexte économique qui fait que les gens ont moins d'argent, donc ils donnent moins, ce genre de choses. C'est gourmand en ressources parce que ça implique un travail qui est comment dire, constant. Et c'est pas toujours adapté parce que si vous avez un projet ultra niche qui n'est pas du tout sexy, même si gros impact pour les animaux, et qui parle pas trop à des donateurs ou donatrices à eux parce que peut-être ils sont occupés avec d'autres associations ou je ne sais quoi, peut-être que la stratégie pour vous c'est plutôt d'aller du côté des fondations que d'investir du temps, des ressources, tout ça dans les dons individuels. Après, l'idéal, c'est de faire les deux, mais bon. Et donc, ça implique de l'adaptabilité, donc connaître son public et savoir s'adresser à lui. Parce que moi, je ne suis pas l'idéal type du donateur ou de la donatrice Hack the Fork, et c'est tant mieux. Donc, savoir à qui et comment parler. La régularité dans la communication et l'engagement, parce que c'est pas une fois par an que vous allez dire aux gens oui, on a promis, on a fait des trucs, ouais, bien. Du coup, vous avez des dons pour nous ? Donc non, ça implique effectivement la régularité de la communication, de l'engagement dans le sens aussi remerciement, gratitude, valorisation. Et donc c'est pour ça que ça implique pas mal de travail. Le storytelling, parce que même les altruistes efficaces, et je vous vois, vous aimez bien qu'on vous raconte des histoires, surtout quand il y a des chiffres avec. Et j'en fais partie, donc voilà. J'aime bien les histoires, c'est normal. Et donc du coup, mettre en récit, c'est raconter des histoires, c'est pas raconter des conneries, c'est mettre en récit quelque chose qui peut être très rationnel, voilà, et y ajouter de l'affect, parce que nous sommes des créatures, on est codés comme ça, on ne peut pas changer.
Et une relation de confiance, encore une fois, donc que ce soit en face à face avec un grand ou une grande donatrice potentielle, ou par une lettre d'information qui va être reçue par 100 ou 4000 ou 400 000 personnes, on bâtit une relation. Donc c'est un humain qui parle à d'autres humains et donc ça c'est quelque chose à bâtir et une relation de confiance ça s'entretient et ça se brise aussi. Et merci. Hop. Donc quelques must-have pour une levée de fonds. Très rapidement, donc des outils fonctionnels. Donc là, je pars de l'hypothèse que vous avez déjà le truc qui est en bleu là. Hop, des leads. Donc les leads, c'est des gens à convertir et donc des gens qui vont être des followers sur vos réseaux sociaux. Ça va être votre mailing list sur votre newsletter si vous en avez une. Si vous en avez pas, je vous encourage à en faire une si c'est approprié. Encore une fois, ça va être aussi mon répertoire de copains slash voilà potentiels sympathisants que je vais aller moi démarcher directement. Donc ça, c'est des gens à convertir en donateurs et donatrices potentielles, enfin actifs quoi. Des outils fonctionnels, donc voilà, un site web, un outil de collecte. C'est mieux d'avoir un outil de collecte que de faire Alors après, ça dépend. Si vous organisez un événement, vous pouvez demander aux gens de ramener de l'argent comme ça, liquide, mais enfin, c'est pas optimisé pour plein de raisons. Des réseaux sociaux qui fonctionnent, donc pas vous dire tiens, ça fait 4 mois que j'ai un profil sur Instagram pour mon association, il n'y a rien dessus, et du jour au lendemain, on va balancer du matos à lever de fonds et s'attendre à ce que les gens le voient. Non, c'est pour ça que ça implique du travail en amont. Un thème de campagne qui est clair et inspirant, parce que quelle que soit votre association, il y a des associations qui existent depuis 5-20 ans, et du coup ça peut être un petit peu répétitif, toujours le même appel, oui nous on fait ça, donc donnez de l'argent pour ça. Si ça se trouve, vous avez des campagnes un peu spécifiques, une nouvelle campagne que vous lancez, si ça se trouve vous avez des besoins financiers spécifiquement pour tel truc, ça peut même être un recrutement d'ailleurs, mais ça aurait un impact de malade sur les animaux, sur vos campagnes, etc. Vous pouvez en fait réfléchir à axer là-dessus, faire une thématique un peu spécifique. Il faut que ce soit clair, que ce soit inspirant et qu'il y ait du matos de campagne pour accompagner tout ça. Donc c'est peut-être des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux, des visuels, des articles. Après, je conseille d'avoir un objectif de collecte. Ça fait un peu peur parce que le problème avec un objectif, quand on l'annonce, c'est qu'on prend le risque de ne pas l'atteindre. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à être à la fois ambitieux et pragmatique et aussi transparent. Parce que si vous dépassez votre objectif, c'est trop bien, vous pouvez le mettre en récit. Vous avez été immensément nombreuses et nombreux à soutenir ça, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction, etc. Si vous n'atteignez pas votre objectif, communiquez-le aussi. En fait, souvent il y a un peu ce truc de « Ah, mais on a honte », et puis non, enfin, dans notre militantisme, il faut apprendre déjà à gérer l'échec, parce que sinon on n'a pas le cul sorti des ronces. Et aussi, c'est cette preuve d'honnêteté, elle montre quelque chose. J'avais un objectif de 10 000 €, j'ai fait 2 000. Ça implique des soucis pour les animaux, ça implique des soucis pour notre campagne, mais on remercie énormément les gens qui se sont mobilisés. Du coup, on va organiser une autre campagne et mobiliser des grands donatrices pour peut-être doubler les dons. On est à la recherche d'opportunités. En fait, tout est une opportunité si vous savez vous en saisir. Et donc assurer son lancement. Donc en amont, si possible, mobiliser des grands donateurs ou donatrices pour peut-être doubler les dons. C'est pas une recette miracle, mais c'est vrai que ça continue de bien marcher. Aussi faire une campagne de pré-lancement auprès des personnes qui sont déjà fidèles et qui pourraient du coup, si vous avez un objectif de collecte, une semaine en avance, vous lancez une pré-campagne où vous dites vous êtes les personnes les plus fidèles dans cette association parce que vous donnez tous les mois. Vraiment faites décoller notre campagne, montrez qu'il y a une mobilisation en donnant dès maintenant. Et ensuite, vous faites votre lancement et là, il y a déjà 1000 cas,
un cas, sans que 1000 cas, j'espère, mais c'est plus rare, dans votre collecte. Les moments recommandés pour la levée de fonds, bon, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, confère la petite ampoule, mais sinon, il y a décembre, c'est très très bien, parce que boost de générosité, et il y a aussi le calendrier fiscal qui fait que du coup, les personnes qui payent des impôts ont tout intérêt à donner maintenant, si elles ne l'ont pas déjà fait. Il y a la rentrée scolaire aussi qui est pas mal, ainsi que début juin aussi, parce que début juin, c'est calendrier fiscal, mais pour l'impôt sur la fortune immobilière. Mais encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Et j'ai pris, sans originalité aucune, pour le coup, un exemple de page de don que je trouve à la fois sobre et où il y a, à mon sens, à peu près tout. C'est celle de L214. Donc là, vous voyez, je soutiens L214, je sais sur quelle page je suis, je sais ce que je suis censé faire. Je soutiens L214. Un mini texte qui dit à quoi ça sert et qu'est-ce que je défends, qui je suis si je vais plus loin. Une boîte de dons, parce qu'il ne faut pas mettre des pavés avant la boîte de dons, parce que les gens, ça les embête, ils ont autre chose à faire. E-Rage Quit. Et ensuite, vous n'êtes pas encore convaincu par la petite en-tête et tout ça, voilà, ça c'est nos actions. En plus la plateforme est sécurisée, on est content. Et vos dons font nos actions, ça c'est nos actions, ça sert à ça, ça. Et c'est déductible des impôts, on vous explique ça, super important d'avoir ça sur la page de dons. Et en plus, pour les personnes qui, comme moi, aiment bien aller dans le détail, j'ai à manger, vu que je peux consulter les rapports. Par contre, par défaut, on va pas me donner à manger 40 milliards d'informations, mais je sais que j'y ai accès. Et quand bien même j'aurai la flemme de les regarder, je sais qu'ils existent et ça me rassure, ça me donne confiance en L214. Pour la réduction fiscale, voilà, ça c'est un petit visuel fait par ChatGPT. Je voulais juste vous dire un truc, je ne vais pas vous expliquer un truc que vous pouvez demander à Google en 2 secondes. C'est que souvent, à mon sens, on fait l'erreur de, dans les campagnes de levée de fonds, dire votre don de 100 € ne vous coûte que 300 €. Et je trouve que c'est une erreur, que 34, oui, pardon, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un problème avec le 3-4, bref, voilà, 34 €, alors qu'en fait, c'est l'opportunité de tripler les dons gratos. Je pense que c'est j'ai testé ça plusieurs fois, c'est, vous êtes éligible à la réduction fiscale sur l'impôt sur le revenu, vous pouvez donner 3 fois plus et rapporter 3 fois plus d'argent pour les animaux. Donc si vous étiez parti sur un don de 100 €, moi je veux payer de ma poche 100 €, donner 300 €. Et du coup, ça fait 300 € pour les animaux et ça vous coûte 100 €. Si vous n'êtes pas éligible à l'impôt sur le revenu, vous donnez 100 €, ça fait 100 € pour les animaux. Et si en plus il y a un don doublé, ce genre de choses, ça fait encore plus d'impact. Et donc cette mise en récit-là de la réduction fiscale, je pense qu'elle est importante. Et le mécénat d'entreprise, donc pour y aller vraiment très 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 rapidement, ça c'est bien d'avoir pour les mécènes d'entreprise d'avoir petite plaquette un peu. Après ça dépend des entreprises auxquelles vous avez affaire, mais pour du don alimentaire, ce genre de choses, ça peut être aussi don de prestations vidéo. En fait, vous avez la possibilité de ne pas forcément gagner d'argent. Enfin, si vous le pouvez, il y a des dons financiers qui sont possibles, défiscalisables sur l'impôt sur les sociétés, mais aussi du mécénat de compétences et du don en nature, donc près de locaux, ce genre de choses. Juste faire bien attention. Donc votre responsabilité, c'est d'émettre, comme pour les donateurs et les donatrices individuelles, des reçus fiscaux. Mais en ce qui concerne les dons de compétences et en nature, bien faire attention à ce que soit noté le coût de revient de ce qui est donné en nature ou en compétences, et non le coût de marché, on va dire, de vente. Et ça, c'est à l'entreprise de calculer le coût de revient. Donc ça, c'est pour éviter ensuite d'avoir des problèmes. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-exploité. Alors, je vous renvoie à, si vous avez déjà des sponsors, des donateurs en nature, financiers, des entreprises, demandez-leur si elles font partie de 1% pour la planète, qui est un
fonds de dotation qui rassemble des entreprises qui sont disposées à donner 1% de leur chiffre d'affaires par an à des associations. Demandez-leur si elles font déjà partie de ce réseau-là. Si oui, ça vous donne en fait les droits d'entrée chez 1% pour la planète. Et sinon, vous pouvez leur proposer d'entrer dans ce consortium d'entreprises à engagement philanthropique. Et si vous voulez des questions un peu mises à jour si vous avez des questions un peu mises à jour sur 1% pour la planète, mise à jour, c'est moins mon cas, mais Assiette Végétale était dans ce fonds de dotation, donc vous pouvez quand même me poser des questions. Et sinon, je sais qu'il y a Convergence Animaux Politiques qui est dans ce programme-là. Voilà, donc surface à peine grattée, j'ai parlé beaucoup trop vite et beaucoup trop longtemps, mais j'espère que ça vous aura été un peu utile. J'en sais absolument rien, mais je croise les doigts. Et n'hésitez pas à... Ok, cool, merci. J'ai un feedback positif déjà. Yay. Je suis preneuse de feedback négatif aussi, et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des enjeux plus spécifiques. Merci beaucoup. On en papotera peut-être après si tu as un moment aux EQA, mais je serais curieux si tu aurais des conseils pour des organisations qui ne peuvent pas avoir la défiscalisation. Nous, moi je suis bénévole dans une asso au Québec et on ne peut pas être une charité avec une réduction d'impôt parce que Revenu Canada a dit que les charités ne peuvent pas critiquer l'agriculture animale. Parce que c'est subventionné par le gouvernement. Fait qu'of course, selon eux, ça fait pas de bon sens de critiquer la consommation d'animaux pour consommation humaine. Et ça. Fait que je sais pas si tu as des conseils pour bien, genre par exemple comment le communiquer à des donatrices, ce genre de choses. Déjà, alors le premier truc auquel je pense, mais c'est à chaud quoi, c'est que ça fait du super storytelling. C'est que du coup l'engagement des gens il est encore plus altruiste. Les gens qui donnent à ton asso, c'est vraiment des gens qui donnent, ils donnent tout quoi. Quand ils donnent 100, ils donnent 100. Aussi ce qu'ils font par leurs dons, c'est qu'ils peuvent du coup remettre en cause une injustice, parce que c'est là en plus ça montre, ça étaye la mission de ton association, parce que ça montre les copinages entre l'élevage et l'État, et donc il y a d'autant plus besoin d'un mouvement citoyen, d'un réveil citoyen sur la question, et associatif, et de mobilisation autour d'une association. Donc par défaut, je dirais storytelling, mise en récit, et en plus c'est tout à fait, le storytelling c'est pas du mensonge, c'est juste de la mise en récit, c'est la différence entre une bonne histoire et une histoire à chier. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la présentation de Simon Norman sur l'incubateur Kickstarting for Good.